Le destin l'a conduit dans les plus hautes sphères de l'État. Et pourtant, rien ne laissait présager cela les premières heures de sa vie. Né en 1944 en République du Congo, Ouabari Mariotti est abandonné à la naissance par son père, un administrateur colonial. Entre les mains de sa mère, il est élevé par Charles-Auguste Atipo, son père adoptif. Passionné de culture, élève studieux, depuis son plus jeune âge, il exerce plusieurs petits boulots pendant les vacances scolaires pour se prendre en main. Des années plus tard, il devient le premier proviseur africain du lycée Victor Augagneur de Pointe-Noire. Il occupera ensuite le poste de secrétaire général auprès du Premier ministre avant d'être lui-même nommé garde des Sceaux et ministre de la Justice sous l'ère du président Pascal Lissouba. Le 5 juin 1997, tout bascule. La guerre civile éclate au Congo-Brazzaville. Denis Sassou Nguesso revient au pouvoir à la suite d'un coup d'État. Les membres du régime Lissouba sont contraints à l'exil. Traumatisé par ce triste événement, l'ex-garde des Sceaux doit désormais réapprendre à vivre sans fonction ni privilège. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, je rappelle que vous avez été ministre de la Justice, garde des Sceaux du président Lissouba, Pascal Lissouba, en République du Congo. C'est juste. Quel souvenir vous gardez de ce poste? J'ai été nommé garde des Sceaux, ministre de la Justice, à l'issue de la victoire du président Pascal Lissouba à la tête du Congo. Et je garde le souvenir d'un poste difficile, avec beaucoup d'exigences. On a en face de soi des magistrats qui travaillent dans la toute indépendance. Et moi, j'ai le devoir institutionnel de ne pas me mêler dans leur manière de travailler. Et je suis distant, je ne veille que sur le fonctionnement de l'administration judiciaire. Malgré tout, j'ai eu de très bons rapports avec eux. Et je les assistais. Lorsqu'ils avaient des problèmes particuliers, j'étais proche d'eux, mais j'estime que tout s'est bien passé. Et vous restez combien de temps en poste? 4 ans. 4 ans. 4 ans. Parce que lorsque nous sommes nommés au départ, je suis délégué général de la justice. Il y avait un ministre d'État chargé des questions juridiques, des affaires juridiques. J'étais délégué général de la justice. La deuxième année, en 1993, j'étais nommé garde des Sceaux. Et je suis resté jusqu'aux événements du 5 juin 1997. Vous perdez donc le pouvoir. Oui. Et votre départ, alors, comment vous l'avez vécu? Le départ était très compliqué. Nous avions dû, pour des raisons de sécurité, tous quitter le Congo. Il y a eu quelques-uns qui sont restés, dont mon ami et frère, le défunt ministre d'État Martin Berry, qui était resté, lui principalement. Mais la grosse majorité des collaborateurs du président Pascal Lissouba est allé en exil. Sur la route de l'exil, par l'Inzolo, la frontière avec le Congo-Kinshasa, il y avait le président Yombi, Mungunga, Mukwege et moi. Bon, il y en a eu qui sont partis par le Gabon, dont le président Pascal Lissouba lui-même. Nous nous sommes retrouvés en exil tous. Il y en a qui se sont installés en Côte d'Ivoire. Moi, je me suis installé à Paris. Et c'était pénible. C'était pénible de s'installer dès le départ. Ce n'était pas prévu qu'on s'installe en exil de manière inattendue. Mais on a dû s'y faire. Mais moi, je me suis fait sans problème. Ah, donc vous avez tout de suite réalisé que c'était fini. Oui, je me suis installé en France. Je suis arrivé à Paris, à Lyon le 25 octobre 1997. Et puis après, j'ai commencé à travailler. J'ai beaucoup travaillé pendant la période de mon exil, avant de repartir en France, avant de repartir au Congo en 2002, à la faveur des obsèques de ma défunte épouse et de mon enfant. Mais j'ai enseigné, j'ai travaillé, j'étais bien à l'aise, je me suis bien intégré, sans problème. Alors vous êtes bien intégré, donc du coup vous n'avez pas été surpris, bousculé par ce changement de position, de situation
Pas du tout, Non. pas du tout. Moi, j'ai jamais été ministre avant. J'ai été ministre, ça a changé. Mais quand j'ai changé de statut, je me suis facilement intégré. J'ai facilement intégré, sans problème. C'est arrivé, ce sont les événements de la vie, mais je n'ai pas continué à regretter le fait de n'avoir plus été ministre, sans problème. Je suis enseignant, je me suis fait enseignant, j'ai enseigné à la fac, j'ai enseigné au collège, j'ai enseigné au lycée, mais ça s'est bien passé, sans problème. Donc maintenant, au niveau du regard des autres, est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que dans votre cercle, des comportements, des habitudes de vos proches ont changé? Bon, en France, pas du tout. Quand nous arrivons en France, nous sommes nombreux. Il y a des gens il y en a qui étaient autour de l'Issouba, qui sont retrouvés en exil. Il y a des compatriotes qu'on a trouvés en France. Bon, ça n'a pas changé. Au contraire, il y avait beaucoup plus de la bienveillance à notre égard. Le monde estimait qu'on a été injustement bousculé par le président Sassou dans des conditions pas légales et légitimes. Et il y avait beaucoup plus de la bienveillance. On a très peu eu de gens autour de nous qui sont moqués de nous. Pas du tout. Même quand je suis reparti au Congo, moi, je n'ai pas senti qu'il y avait des regards moqueurs, pas du tout. Au contraire, des regards qui estimaient que ce n'était pas juste ce qui nous était arrivé. Donc vous avez facilement en fait géré ce passage de la lumière à l'ombre, on peut le dire. Ah oui, oui. Moi, depuis que je suis parti du pouvoir, je n'ai pas de problème. Je vis correctement, je me déplace correctement, je vais au Congo correctement, je vis correctement. J'ai arrêté de travailler parce que j'ai voulu arrêter de travailler. Rien ne me gêne, pas du tout gêné par le départ du pouvoir. Mais beaucoup n'y arrivent pas, vous savez. Il y en a qui s'accrochent au pouvoir et une fois qu'ils l'ont perdu, je parle des ministres, tout bascule en fait. Qu'est-ce qui vous a permis, vous, de bien gérer cette situation? Mais c'est mon comportement. Moi, je suis un homme qui ne rêve pas. J'estime que lorsque le pouvoir est parti, il est parti. Il faut se refaire en s'adaptant à la nouvelle situation. Mais vous n'avez pas beau pleurer sur le pouvoir qui est parti. Si vous ne l'avez pas à nouveau, qu'est-ce que vous faites? Moi, je ne pleure pas. Je me suis refait, j'ai travaillé, je me suis installé, je suis libre. J'écris beaucoup. J'écris beaucoup, ça m'occupe. Et si à la faveur d'une situation nationale, je suis appelé à regouverner, pas de problème. Mais je n'attends pas nécessairement de gouverner. Mais avec la position que vous avez eue, je pense que vous continuez toujours à penser quand même aux décisions que vous avez eu à prendre lorsque vous étiez en poste. Est-ce qu'il y a des choix que vous avez faits et que vous regrettez aujourd'hui? D'abord, j'ai fait des choses. J'ai fait des choses dont j'en parle avec beaucoup de fierté. Et quand j'arrive à la justice, les huissiers n'existent pas. Le corps des notaires n'existe pas. Je me suis arrangé à créer le corps des huissiers, le corps des notaires. Jusque-là, ces deux corps avaient les fonctions exercées par des greffiers en chef dans les tribunaux. Mais moi, j'ai réussi à créer le corps des huissiers, le corps des notaires. Et puis, j'ai créé beaucoup de tribunaux. J'ai créé le tribunal administratif, j'ai créé le tribunal de commerce, j'ai ouvert la cour d'appel de Dolisie, j'ai créé de nombreux tribunaux d'instance. Je vois Mphilou, Luanjili, Talangaï et bien d'autres. Et comme j'étais pressé de les créer, je les ai créés par note de service, contre la volonté du Premier ministre Yombi qui m'appelait le furieux de note de service. Mais rapidement, on a rattrapé la situation. On les a créés par loi. J'ai dit pressé de les créer pour gagner du temps. Donc, les tribunaux d'instance et autres tribunaux créés, je me suis arrangé rapidement pour les créer par note de service, pour mettre le gouvernement devant le fait accompli. Mais finalement, on a rattrapé ça pour les créer par loi et je suis fier d'en parler. Donc, aucun regret? Non, il y a des regrets quand même. J'étais liquidateur des entreprises qui étaient en faillite. J'avais en charge la liquidation des entreprises. On les a liquidées, elles étaient nombreuses. Mais là, j'ai beaucoup regretté d'avoir tout liquidé. S'il était à faire, il ne fallait pas liquider spécialement. Il fallait en rattraper quelques-unes. Parce que l'État a liquidé la plupart des entreprises créées dans les années de la Révolution. Toutes. Le FENACOM, l'OCC, l'OCT, Socavilo, l'OCB, tout a été liquidé. Il fallait les liquider toutes parce que les syndicats avaient été créés. Mais si c'était à refaire,
je ne les aurais pas liquidées. J'aurais conseillé au pouvoir public de ne pas les liquider toutes pour qu'on en préserve quelques-unes. La question majeure, c'était de payer les droits des travailleurs. On aurait pu trouver un peu d'argent pour payer les droits des travailleurs, mais laisser les entreprises fonctionner sans les liquider. Dans le cas de l'OCT, l'Office congolais du tabac, c'est une entreprise qui récoltait le tabac chez moi, à Gamboma, dans les plateaux. On aurait pu la maintenir parce que les plateaux, ce sont des régions qui sont grandes productives de tabac. On a liquidé cette entreprise, il fallait le faire, il fallait payer les travailleurs, elle ne fonctionnait plus, et c'était mal géré. Mais on aurait pu au moins préserver les entreprises agricoles. L'OCV, l'OCC, l'OCT, même Sokavilou qui élevait les poules a été liquide. On aurait pu sauver ces entreprises. C'est le regret que j'ai, d'avoir comme ça ne pas résister à la demande du gouvernement de procéder à la liquidation de ces entreprises publiques. C'est le grand regret que j'ai. Alors, lorsqu'on est au pouvoir, on est forcément soumis au regard, aux critiques de la population, des uns et des autres. En tout cas, comment vous avez vécu toutes ces critiques une fois hors fonction? Moi, je ne m'emballe pas. Je ne m'emballe pas. Les gens parleront toujours. Les gens parleront, que vous fassiez ou pas, vous fassiez bien ou pas, les gens parleront toujours. Mais moi, je n'ai pas du tout été préoccupé par la critique qui se faisait autour de moi. J'écoute, je fais avec, je ne me justifie pas et puis j'avance. Parce qu'on parlera toujours, on critiquera toujours et on ne peut pas ne pas subir la critique et les regards moqueurs des autres. Alors, vous avancez, vous le dites. Et beaucoup de ministres en Afrique, monsieur le ministre, s'éternisent au pouvoir. Est-ce que vous arrivez à le comprendre, vous? Moi, je ne peux pas m'éterniser au pouvoir. Il faut rester au pouvoir lorsque le pouvoir vous demande d'être là. Mais si vous finissez, si vous êtes hors du gouvernement, comment pourriez vous accrocher? Moi, j'étais ministre. Le président Félix Souba nous a nommés ministres, le président Yambi, Ganao, Dacosta, chacun son tour, le premier ministre, Bongonouara. On n'est plus là. Un événement est arrivé, on n'est plus là. Qu'est-ce qu'on fait? Vous allez vous accrocher comment? Par un coup d'État? Moi, je n'ai pas les armes pour m'accrocher pour faire un coup d'État. Moi, si je suis remercié, j'accepte le fait d'être remercié et je fais mon examen de conscience. C'est ce que j'ai bien fait, je n'ai pas bien fait, j'en tire la conséquence. Mais je ne peux pas m'accrocher. S'accrocher comment? Comment on peut s'accrocher? Je ne peux pas m'accrocher. D'ailleurs, on s'accroche pour faire quoi? Il y a le temps de vivre aussi après le pouvoir. Moi, je suis heureux aujourd'hui, je vous dis, je suis un homme heureux. Je ne suis pas au pouvoir, je ne suis pas ministre depuis 29 ans, mais moi, je n'ai rien à me reprocher. J'ai fait ce que j'ai pu faire, je m'occupe, je suis un homme heureux. Je suis dans ma famille, je visite les tombes de mes parents quand je vais au Congo, je suis tranquille. Maintenant, si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les conditions nationales voudraient que je revienne aux affaires, sans problème, mais je n'en fais pas une préoccupation. Je ne cours pas derrière les portes, je ne ferme pas la porte pour demander d'être ministre. L'influence alors? L'influence, le goût du pouvoir justement, que confère. Ce poste de ministre confère quand même une certaine puissance. Je ne sais pas s'il y a de la puissance. Il y a peut-être un peu d'autorité, il y a un peu d'égard qu'on vous doit, mais il n'y a pas de puissance. C'est une fonction qui dure le temps que ça dure. C'est simplement une fonction. À la différence que ce n'est pas une fonction civile, c'est une fonction politique. Mais elle a une durée dans le temps. Un chef d'État, une durée dans le temps, ça dure 5 ans, ça dure 10 ans, ça a une fonction de durée dans le temps. Ce n'est pas une monarchie qui se renouvelle par pur legs familial. Le pouvoir républicain, il dure dans le temps. Quand on a fini, on va aux élections dans les conditions régulières. Si on est élu dans les conditions régulières, on poursuit, mais si on est battu, on se retire. Ce n'est pas de la monarchie. Moi, je ne peux pas en vouloir à ceux qui finissent de gouverner quand le temps de finir de gouverner est arrivé. Moi, je ne peux pas en vouloir aujourd'hui au président Sassou si je ne suis pas ministre. Je ne peux pas en vouloir au premier ministre Makosso si je ne suis pas ministre. Comment je devrais l'être? Je ne suis pas.
Mais je me contente de ce que je suis, hors du pouvoir, je construis ma vie avec, je fais avec, sans problème. Et puis je fais que ma tête respire, ma tête soit tranquille, et surtout ma paix intérieure. Surtout ma paix intérieure. Je ne suis pas préoccupé par la conservation indéfinie du pouvoir. Pour en faire quoi? Pour en faire quoi? À un moment donné, le corps se fatigue, la tête se fatigue, on ne peut pas. Il vaut mieux être à un moment utile quand vous avez les moyens de travailler. Mais si vous n'avez plus les moyens de travailler, vous faites comment? Vous vous accrochez pour faire quoi? Il y a aussi l'aspect financier. Oui, mais enfin, l'avion la prépare. Quelqu'un qui n'a pas préparé la vie, qui attend d'être ministre pour gagner la vie, c'est un pauvre type. Quelqu'un qui n'a pas préparé la vie, mais qui attend d'être ministre pour préparer la vie, c'est un pauvre type. Puis la vie, on la prépare avant d'être ministre, avant d'être nommé ministre. Et maintenant, si pendant qu'on est ministre, on a quelques avantages, c'est tant mieux. Mais on ne peut pas attendre d'être ministre pour préparer la vie, pour construire la vie. Maintenant, si on n'est plus ministre, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, ça vous choque ça vous choque de voir des ministres 10 ans au pouvoir, par exemple? Non, s'ils sont nommés dans des conditions légales, il n'y a pas de problème. S'ils sont nommés dans des conditions... Moi, je connais des confrères qui sont ministres depuis 11, 10 ans. Le président s'est assis au pouvoir depuis 1997. Mais il y en a certainement qui sont restés au pouvoir, ça fait près de 29 ans. Il y en a qui sont peut-être restés au pouvoir peut-être 15 ans, 16 ans, 10 ans. S'ils sont régulièrement nommés, il n'y a pas de problème. S'ils sont régulièrement reconduits, il n'y a pas de problème. Le président a des raisons de les reconduire en fonction de leur efficacité, en fonction de leur manière de faire et en fonction de leur capacité, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas opposé, je ne suis pas contre à ceux qui prolongent des mandats légaux. Légaux. Alors, monsieur le ministre, entre nous, sérieusement, est-ce que c'est aussi facile que ça de renoncer au pouvoir? Mais ça dépend. Ça dépend. Mais si renoncer au pouvoir, ça dépend de ce qu'on appelle par renoncer au pouvoir. Je suis ministre. On me demande d'être ministre. Moi, je peux dire que je ne peux pas. Je n'ai plus les aptitudes, ma tête n'est plus bien, je n'ai plus les capacités. Parce qu'être ministre, il y a des fonctions de représentation. Ça demande des efforts, ça demande des capacités, ça demande de la résistance. Je peux dire que je ne peux pas. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, trouvez quelqu'un d'autre, je ne peux pas. Il y en a qui renoncent. C'est vrai qu'il y en a qui acceptent. Mais globalement, les gens tentent d'être ministres aussi un peu. Mais il y en a qui renoncent. C'est rare en Afrique, des ministres qui renoncent à leur poste. Mais si les conditions ne sont plus remplies, on fait quoi? On reste pour s'amuser, on peut plus, vous n'avez plus les moyens de travailler, vous n'avez pas de marge de manœuvre pour travailler, vous ne pouvez pas nommer un conseiller, vous ne pouvez pas nommer un attaché, vous faites quoi? Parce qu'il y a des ministres qui n'ont pas de marge de manœuvre. Il est ministre. On lui impose un conseiller, on lui impose un DIRCAP, on lui impose des attachés. Il n'a pas de marge de manœuvre, il n'a que la voiture noire cérémoniale. Mais il fait quoi là? Non, c'est des questions qu'il faut voir avec beaucoup de froideur. Il faut être ministre pour être utile. Il ne faut pas être ministre pour faire la simulation, bien faire le spectacle. Il faut être ministre pour être utile. On n'est pas ministre pour apparaître, on n'est pas ministre pour être en costume, on est ministre pour être utile à son pays. Il faut aller visiter les écoles. Et vous avez le sentiment que les ministres africains sont utiles à la population? Mais il y en a qui sont utiles. Il y en a qui sont utiles, mais il y en a qui ne le sont pas. Mais il faut faire aussi un bilan des départements. Il faut que désormais, dans la Constitution, on marque des moments où il y a un point qui est fait. Il faut que les chefs de l'État, les premiers ministres, ils imposent tous les 3 mois à des ministres des points. Vous êtes ministre, vous avez fait quoi pendant 3 mois, on a fait quoi? On visite les écoles, on visite les hôpitaux, on regarde les routes, on regarde si les gens travaillent bien. J'ai même écrit pour qu'on réinstalle les tribunaux de camarades. Au Congo, on travaille de 7h à 15h. Bon, il y en a qui viennent à midi, il y en a qui viennent à 13h. Bon, personne ne commande. Le ministre est dans son bureau tranquille, le directeur ne regarde pas. Il y en a qui sortent, ils vont boire dans les cafés d'à côté. Il n'y a pas de contrôle. Il faut qu'il y ait même dans nos ministères ce qu'on appelait à l'époque au PCT le tribunal de camarades. Il y a une espèce de surveillant général, une espèce de coordonnateur du comportement et de l'attitude des autorités. Mais il ne faut pas que le ministre en exclue. Si on exige aux conseillers, aux directeurs de cabinet, aux attachés, aux collaborateurs d'être des gens sérieux, il faut que le ministre soit davantage sérieux, plus sérieux que les autres.
ne peut pas demander davantage aux collaborateurs et laisser le ministre s'amuser. Bon, ne pas venir à 15h, puis repartir à 15h30, ne pas venir le matin. Quand il vient le matin, il sort. Non, il faut qu'il y ait une espèce de discipline du travail. Elle est imposée par le Premier ministre, mais il faut que le ministre, lui, à l'intérieur de son département, il se l'impose lui-même, il l'impose aux autres aussi. Il faut qu'il y ait une espèce de structure de surveillance des équipes dans les ministères. Il faut qui fait la surveillance? Je veux dire, quand même, il faut qu'il y ait quelqu'un à qui on donne le pouvoir, à qui on donne l'autorité de veiller à la présence, de veiller aux absences, de veiller à la manière dont les affaires fonctionnent dans les ministères. Parce que dans nos pays, dès le matin, tout le monde va boire dans les petits débits qui sont à côté des départements ministériels. Ils viennent à 7h, ils repartent prendre du café, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. Et puis sans compter que les véhicules d'État ne sont pas immatriculés en jaune. On ne reconnaît aucun véhicule d'État dans le pays. Très peu. À l'époque, les véhicules militaires étaient immatriculés en rouge. Les véhicules publics d'État étaient immatriculés en jaune. Aujourd'hui, plus rien. La plupart des 4x4 qui circulent au Congo sont des 4x4 d'État, mais ils sont immatriculés en blanc. C'est une matriculation banalisée. Mais comment peut-on repérer un véhicule d'État si il n'est pas immatriculé avec une identification différente? C'est pas normal. Ces questions, on espère que le président, en parlant demain, va réaffirmer l'autorité de l'État, va réaffirmer la présence de l'État, va réaffirmer cette manière de tenir un État, de tenir les populations, de tenir les fonctionnaires, de tenir les citoyens qui ont la charge de représenter le pouvoir public dans les services où ils travaillent. Alors, vous évoquez donc justement la prestation de serment de demain. De demain du président Sassou Nguesso. Oui. Justement, quel est le regard que vous avez justement sur la politique actuelle du Congo? Bon, il a été élu. Il faudra serment. On écoutera son discours après l'investiture. On attend ce discours. Bon, on pense qu'il va certainement reprendre les grandes lignes de son programme. Mais il y a des choses sur lesquelles il doit insister. La cohésion nationale, la solidarité nationale. Il faut demain, les tribunes se lèvent lorsqu'il va annoncer la remise en liberté de Kokebene, de Mokoko et de Komi Salissa. Vous verrez que les tribunes vont se lever. Parce que la cohésion nationale passe aussi aujourd'hui par la remise en liberté de Kokebene, de Mokoko et de Komi Salissa. Demain, c'est important. Et puis, annoncer au-delà de son investiture une concertation nationale. Pour que les Congolais se parlent, que les Congolais ne se parlent pas. Ça a l'air de rien, mais ça compte. Ça compte. On espère que ces questions majeures seront abordées par le président. Bon, il a pu faire ce qu'il a pu faire. Hein. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Demain, on attendra ce qu'il dira. On estime qu'il faut qu'il remette les gens au travail. Les Congolais ne travaillent pas assez. Il y a trop d'argent d'État qui se perd. Trop d'argent d'État qui se perd. Il faut qu'on réduise le train de vie de l'État. Le Congo est un pays riche, mais on ne sent pas la richesse. On ne sent pas que le pays est riche. Le pays a du pétrole, le pays a du bois, le pays a les mines, mais on ne sent pas. Il faut voir la pauvreté de la population. Il faut voir la manière dont les écoles sont tenues. Il faut voir la manière dont les hôpitaux sont tenus. Alors que c'est un pays riche. C'est un pays riche. Il faut qu'il y ait un réinvestissement de la richesse nationale dans l'infrastructure au bénéfice de la population nationale. Ça, il faut le faire. Mais ce n'est pas assez fait. Il peut le faire, le président. Il faut que le trésor public reprenne ses pouvoirs. Il faut que les services d'État reprennent leur pouvoir. Il faut que la justice, les finances garantissent les pouvoirs publics par la manière de travailler. Donc vous attendez à un réel changement? Ah oui, tout le monde, pas moi, tout le monde attend le changement. Tout le monde attend le changement. Tout le monde attend le changement demain. Tout le monde attend que Mokoko, Kokebene et Okumbi Salissa redeviennent des nôtres. Libres. Y croyez-vous? Hein? Vous y croyez à ce changement? Si on veut, ils peuvent arriver. Les changements dépendent de la volonté des gouvernants.
les changements, il y a des ascenseurs qui ne marchent pas au CHU parce qu'on ne veut pas les mettre en marche, parce qu'on ne veut pas qu'ils soient réparés. Celui qui a pris de l'argent pour les mettre en réparation n'a pas pu le faire, on le met en prison. Moi, j'étais proviseur. J'étais proviseur dans un lycée pendant 4 ans. Je sais ce que c'est que diriger une communauté. Il faut s'y faire soi-même. Il faut donner l'exemple. Il faut être devant. Il faut dire « faites comme moi ». Le jour où le président Sassou dira « faites comme moi ». Voyez comment je fais. Faites comme mes ministres font. Il faut que les ministres disent « faites comme nous ». Nous sommes devant. Mais s'ils ne sont pas l'exemple, ils ne seront pas suivis. Il faut que le gouvernement qui sera constitué d'ici 2, 3, 4, 5 jours soit un gouvernement qui brillera par l'exemple. Il faut que ces ministres soient des ministres qui montrent l'exemple. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire doit visiter les écoles régulièrement. Il y a plein d'écoles qui n'ont pas de table banc. Les enfants sont toujours à même le sol. Il faut le ministre de la Santé, il soit toujours à l'hôpital pour voir si les sanitaires sont en état, si les malades sont sur les lits, s'il y a les matelas, pas sur des nattes. Il faut que le ministre soit présent là où il est affecté pour travailler. Le ministre est affecté pour travailler au ministère de la Santé. Il faut qu'il soit présent au ministère de la Santé. Être présent, c'est visiter les hôpitaux régulièrement. C'est aller dans les dispensaires, c'est voir là où les gens sont hospitalisés pour se rendre compte que le ministre, l'État, les pouvoirs publics existent. Et puis les personnes âgées, il faut y penser aussi un jour. Les personnes âgées, il faut y penser un jour. Est-ce qu'il y a des maisons de retraite? Vous connaissez les EHPAD ici? Mais chez nous, il faut en créer un jour. Il faut en créer un jour pour voir comment la sécurité sociale, elle est en cours, mais il faut qu'elle arrive vite. Il faut qu'elle arrive vite. Le peuple, le président, il est capable de faire. Mais il faut que lui, il ait autour de lui les gens qui l'aident à faire. Il faut qu'il l'aide à faire. Il y a trop de pléthores dans les ministères. Plein de pléthores inutiles. Plein de pléthores inutiles. Un directeur de cabinet adjoint. Mais j'ai jamais entendu parler de directeur de cabinet adjoint. Le directeur de cabinet, il s'occupe du ministère. Pourquoi il doit avoir un adjoint? Il y a un directeur de cabinet et des conseillers. En quoi il doit être l'adjoint? Qu'est-ce que le directeur de cabinet, en titre, peut faire que l'adjoint doit faire? Nommer des conseillers, donner-leur des attributions, mais il n'y a pas besoin de nommer des adjoints. Et puis cette affaire où les gens sont payés en numéraire dans les institutions, il faut en finir. Il faut en finir, il faut qu'il y ait un bulletin de paye. Tout le monde a un bulletin. Vous avez un bulletin de paye, non? Oui. Bon. Nous, on ne l'avait pas à l'époque comme ministre, mais c'était grave, c'était préjudiciable, mais je pense que c'était faux. Il faut qu'il en ait. On n'a pas besoin de cacher un salaire d'une autorité. Si c'était un salaire proprement payé, pourquoi on le cacherait? Pourquoi on le cacherait? Alors, monsieur le ministre, on arrive au terme de cette émission. Alors, beaucoup de jeunes aspirent à devenir ministre. Qu'est-ce que vous leur diriez? Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Moi, je suis pour que le gouvernement soit même totalement constitué de jeunes, pourvu qu'ils aient une construction avant de devenir ministre. Mais s'il n'a jamais travaillé, il ne s'est jamais assis dans un bureau, et vous allez en faire un ministre, il va commencer à travailler étant ministre. Ce n'est pas normal. Je suis pour que même tous les 32, 33 ministres qui seront nommés soient tous des jeunes, si on veut. Mais il faut qu'ils aient construit déjà une petite vie avant d'être ministre. Mais sinon, ils vont s'interroger. Comment nous allons faire? Comment on parle à un collaborateur? Comment on parle à un directeur de cabinet? Comment faire? Il n'aura que la voiture noire, il va sortir de la voiture noire, bon, il va monter, il va venir s'asseoir au bureau, il va passer le temps à téléphoner, il ne fera rien. On peut nommer uniquement des jeunes, mais pourvu qu'ils aient une vie professionnelle connue. Il ne faut pas qu'il apprenne à travailler étant ministre. Ce serait très bien. Voilà. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie, monsieur le ministre, d'avoir accepté cette invitation. Pour conclure, peut-être, qu'est-ce que vous diriez en une phrase? Pour vous, c'est quoi vivre après le pouvoir? Vivre après le pouvoir, c'est reprendre sa vie avant le pouvoir. Moi, je vis, quand j'étais ministre, je vivais comme ministre. Avant d'être ministre, je vivais, j'avais mes habitudes, mais devenu ministre, je ne les ai pas du tout abandonnées.
Pas du tout abandonné. Ma vie n'a jamais changé. J'avais des avantages, j'avais des privilèges, j'avais la garde, j'avais la voiture noire, mais ma vie n'a jamais changé. Jamais changé. Il y a des choses que je n'ai pas faites avant et que j'ai fait étant ministre. J'ai peut-être construit une maison. C'est normal, lorsqu'on a des avantages, on a des privilèges, on a quelques ressources, on construit des maisons. Mais que ma vie change, parce que je suis devenu ministre, je ne pense pas. De la même manière, depuis que je ne suis plus ministre, ma vie est la même. Je n'ai pas changé. Hein. Moi, j'ai les mêmes habitudes, je suis très proche de mes parents, j'ai gardé les amis, je peux voyager quand je voyage quand je peux voyager, je suis très proche de mes parents et je consomme ce que je consomme sans boire. Donc ma vie n'a jamais changé. Voilà, c'est le dernier mot. C'est la fin de cette émission. Une pensée à nos téléspectateurs qui nous suivent depuis Gamboma, en République du Congo. Parce que je suis un fils de Gamboma. Peut-être. Merci beaucoup, à bientôt.